David Reynarc, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer une revue que je montre à l'antenne. C'est Archives juives. Archives juives, la revue d'histoire des Juifs de France, dont le dossier aujourd'hui est Écrire l'histoire des Juifs en France depuis les années 50, entretiens et essais d'égo-histoire. Alors, vous allez nous en parler. Pouvez-vous, pour commencer, cher David, nous en dire un mot ? Oui, Archives juives, avec pour sous-titre Revue d'histoire des Juifs de France, est une revue scientifique, historique, littéraire, qui a été fondée en 1965, qui a été publiée par les presses universitaires de France, qui est toujours d'ailleurs, et la revue est éditée par la Commission française des archives juives, association loi 1901, fondée en 1963 par Bernard Blumenkrantz pour promouvoir les recherches concernant l'histoire des Juifs de France et des territoires sous administration française à toutes les époques. Et depuis 1963, paraissent également des fascicules qui constituent autant d'outils de recherche, les cahiers de la Commission française des archives juives. Alors, à quel rythme paraissent ces archives juives ? Alors, au rythme de 2 numéros par an, chaque livraison des archives juives s'articule autour d'un dossier sur un sujet donné, établi par un comité de rédaction, formé d'historiens, d'archivistes, d'universitaires. Le point de vue adopté, Lise Gutmann, est celui de la recherche historiographique nationale et internationale. L'actuel directeur de la rédaction est André Caspi. Alors, quel dossier traite le dernier numéro, le numéro 55 du premier semestre 2022 ? Le dernier numéro de la revue porte sur le dossier Écrire l'histoire des Juifs en France depuis les années 50, entretiens et essais d'égo-histoire. L'histoire des Juifs en France est longtemps, il faut le savoir, demeurée confidentielle. Ce n'est que progressivement qu'elle a fait son entrée à partir du 19e siècle dans les principales institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Et même au sein de celle-ci, nous explique Valérie Hassan dans son éditorial, les temps contemporains sont très longtemps restés ignorés. Alors, sauf qu'il y a eu un tournant important dans l'après-guerre, David. Après avoir fondé dans la clandestinité en 1943 le Centre de documentation juive contemporaine, quelques pionniers, dont Léon Poliakov, effectuent en effet, Lise, un travail considérable de collecte documentaire et avec quelques autres s'attellent à l'écriture de l'histoire de la Shoah. Alors aujourd'hui, l'histoire des Juifs en France est enseignée dans plusieurs établissements supérieurs, David Reynarc. Celle-ci, oui, est reconnue dans un domaine de recherche à part entière, comme un domaine de recherche à part entière. La revue Archives juives a mené l'enquête. Quels ont été les acteurs et les principales étapes de l'institutionnalisation de ce champ historique depuis l'après-guerre ? De quel soutien ces chercheurs ont-ils bénéficié ? Quelles difficultés ont-ils dû surmonter ? Quelles perspectives d'avenir se dessinent ? Et pour répondre à ces questions, la revue a demandé à des spécialistes de retracer leur propre parcours. Exactement. Elle a demandé aux meilleurs spécialistes de l'histoire et de la culture des Juifs en France de retracer leur parcours intellectuel et universitaire, et les contributeurs du dossier, conduits par Laura Ozon-Fort et Vincent Villemain, ont accepté de se prêter un exercice d'égo-histoire. Alors justement, depuis tout à l'heure, je me demande, parce que j'avais jamais entendu ce mot, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer ce qu'est l'égo-histoire ? Alors, l'égo-histoire définit une forme d'approche historiographique et de courant d'écriture historique à travers laquelle l'historien est censé analyser son propre parcours et ses méthodes à lui de manière réflexive et distanciée. Il s'agit pour l'historien Pierre Nora, qui est à l'origine du terme, d'éclairer sa propre histoire comme on ferait l'histoire d'un autre, à essayer d'appliquer à soi-même, chacun dans son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard froid, englobant, explicatif qu'on a si souvent porté sur d'autres. Alors, que nous disent, David, ces contributeurs qui se prêtent dans la revue à cet exercice de l'écriture de l'histoire des Juifs en France ? Alors d'abord, que ce n'est pas chose simple. Sûrement. Et ce d'autant moins quand il s'agit de traiter de l'histoire des Juifs à l'époque contemporaine.
Et au travers des témoignages de plusieurs chercheurs spécialistes de cette période, l'objectif du dossier de la revue est de documenter l'entrée comme sujet légitime de l'histoire des Juifs au sein de l'université française et les difficultés rencontrées par les pionniers de ce champ en France. Alors, est-ce que la nouvelle génération a été également sollicitée pour cette revue ? Oui, Lise Gutmann, elle a également été associée à ce dossier. Les entretiens avec Rachel Hertel et Freddy Raphaël ont d'ailleurs été menés par plusieurs étudiants en master. Ça, c'est bien. Dans le cadre d'une enquête d'ailleurs collective qui était menée par Laura Hobson-Ford, qui dirige le dossier dans la revue, dans un séminaire qui s'intitulait « Écrire l'histoire des mondes juifs contemporains ». Débat et sources. Alors, à quoi sont liées les difficultés de l'université française à envisager une histoire contemporaine des Juifs ? En grande partie, Lise Gutmann, à l'héritage de la Révolution française. Vous connaissez le célèbre discours sur l'assimilation de Clermont-Tonnerre, le 23 décembre 1789, qui exprime bien la conception française de la nation. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. Eh bien, voilà. L'émancipation marque ainsi l'émergence de l'individu juif. L'individualisation de cette identité collective entraîne la transformation du judaïsme en confession, qui a certes le droit d'être pratiqué, mais relève de l'ordre privé. Alors pourtant, des savants juifs français se rassemblent dès 1880 au sein de la Société des études juives. Oui, alors vous avez raison, mais les dirigeants du judaïsme français introduisent l'enseignement de l'histoire juive post-biblique, comme le rappelle d'ailleurs Simon Schwarzfuss dans sa contribution au dossier. Mais quand même, en dépit de ces efforts pour construire une histoire judéo-française, afin de mettre en lumière les apports des Juifs à la construction de la nation française, c'est quand même, Lise, le roman national qui triomphe. Dans le meilleur des cas, compte tenu de la confessionnalisation du judaïsme à l'œuvre dans l'émancipation, l'histoire contemporaine des Juifs, désormais désignés comme des Français de religion mosaïque ou israélite, est conçue comme une histoire religieuse. Alors quand même, les chaires d'hébreu moderne ou de yiddish mises en place soit au sein des Langso en 1936 pour l'hébreu après la Seconde Guerre mondiale pour le yiddish, soit dans les universités après 1968, sont accompagnées d'un enseignement de civilisation incluant la création de l'État d'Israël, David Reinhardt. Oui, mais l'histoire qui y est enseignée est conçue d'abord comme étrangère à la France. À cela s'ajoute le fait que les institutions et les lieux en France où s'inscrit cette histoire des Juifs restent à l'époque marginaux au sein de l'université française. Alors, il y a aussi le poids de l'antisémitisme qui certainement pèse encore. Oui, et d'ailleurs, le rejet de l'antisémitisme passe le plus souvent par le refus de prendre en compte l'identité juive. Ce faisant, ceux qui luttaient contre la haine anti-juive pensaient saper tout fondement à cette idéologie. Pèse encore aussi le souvenir de la chaire d'histoire du judaïsme fondée à la Sorbonne, en pleine collaboration, à la fin de 1942, sous l'égide d'Arquier de Pellepoix. C'est incroyable, c'est bien de le rappeler. Oui. Et à plus d'un... Non, oui, c'est ça. Oui. Il y a aussi le lourd héritage des années noires qui rendait le mot juif difficile à prononcer. C'est vrai. Alors, il y a eu un tournant quand même, c'est 1968. Oui, mais en dépit de mai 68, Catherine Nicot, dans la revue, nous montre que l'intérêt pour l'histoire des Juifs reste médiocre à cette époque. Pourtant, cette décennie, c'est celle de l'ethnic turn, le retour aux origines. Oui. D'ailleurs, Rachel Hertel et Nancy Green décrivent bien dans la revue ce retour que vous évoquez, Lise. Hertel raconte que devant l'échec du mouvement social et politique de 1968, les étudiants ont cherché en effet une autre utopie, cette fois tournée vers le passé, c'est-à-dire une identification avec le yiddish qui était à la fois une langue littéraire, mais qui avait aussi une grande activité politique. Rachel Hertel a eu son plus grand nombre d'étudiants au cours de cette génération, à partir de 1979. Par la suite, il y a eu, dit-elle dans la revue, une trentaine d'étudiants par année. Alors moi, j'ai été son étudiante avant
avant 79, Ouais. en 77, et c'est vrai qu'il y avait à la fois une recherche des racines et une recherche politique, ce qui n'était pas mon cas. Moi, c'était plutôt l'amour de la littérature et de la musique juive, et c'est toujours le cas, mais c'est vrai que la majorité des étudiants, je confirme, c'est important de le préciser, voilà. Alors, quels facteurs ont fait naître la vocation de Rachel pour le yiddish? Eh bien, il y avait 16 millions d'yiddishophones avant le génocide qui vivaient en Union soviétique, en Pologne ou encore en Europe centrale et aux États-Unis. Cette langue a été exterminée en même temps que les juifs de ces régions par le nazisme. Rachel Hertel dit dans la revue qu'un peuple se remet difficilement d'une tentative de génocide. Le yiddish a représenté pour Rachel Hertel, je veux dire, un moyen de transmission, de préservation de cette culture et de cette littérature pour les générations futures. Alors, il y a cette nouvelle génération qui cherche à libérer la parole après le traumatisme de la Shoah. Oui, et cette ambition a pris notamment la forme de la revue Trace, oui. D'un mouvement de teshuva, de retour à un judaïsme laïque, nous dit Annette Vievorka. Une redécouverte de la judéité, si vous voulez, sur le modèle de la négritude de Léopold Sangor, une redécouverte par Albert Memmi, notamment, qui était au centre de cela. Où nous sommes, comment nous nous inscrivons dans une chaîne, et ce que nous allons créer avec cette judéité. Alors, de cette quête identitaire, David, émerge une génération où les Juifs sont acteurs de l'écriture de leur histoire. Est-ce que j'ai bien compris ? Alors, le texte de Pierre Birnbaum est à cet égard très intéressant. Il raconte notamment ce qu'il appelle son coming out académique. C'est-à-dire qu'il est du dedans de la sociologie et de l'histoire. Il va aborder la question de la place des Juifs au sein de la nation. Et plusieurs étudiants de la génération née autour de 1950 opèrent également des virages thématiques ou politiques. Pensez par exemple à Annette Vievorka, qui après ses années maoïstes revient en France avec l'intention de travailler sur l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, elle vient d'écrire un livre il y a quelques mois sur ces années chinoises, et elle est l'une des grandes historiennes aujourd'hui de la Shoah en France. Voilà, c'est ça. C'est important de le préciser pour nos auditeurs. Alors, est-ce qu'au sein de ce mouvement de tchouva laïque, on peut trouver alors sa place si l'on n'est pas juif ? Ça, c'est bizarre. Catherine Nicot évoque dans sa contribution à la revue ce problème. D'aucuns pensent qu'il faudrait être juif pour faire de l'histoire des Juifs. Et cela nie le fait que ce sont les connaissances, et uniquement les connaissances, qui font le socle de tout travail historique. Daniel Delmer témoigne dans la revue de son expérience à la fois singulière et emblématique, celle des milieux de l'amitié judéo-chrétienne. Elle y évoque quelques réticences à l'égard de son choix, mais pour l'essentiel, sa démarche entrait dans le cadre d'une certaine forme de philosémitisme en France et apparaissait donc comme légitime. Nous avons déjà d'ailleurs présenté dans la revue des revues, la revue de Tsafon, cette revue d'études juives du Nord, dirigée par Daniel Delmer. Oui, Daniel Delmer a d'ailleurs eu la gentillesse de m'informer, Lise Gutmann, de la parution du numéro 83 de la revue de Tsafon, qui livre un dossier intitulé La SNCF face à la Shoah. La revue est sortie en juin et la lecture est en libre accès sur journal.openedition.org. Permettez-moi de vous informer dans la foulée de la parution d'un livre écrit à 8 mains, dont celle de Daniel Delmer, paru le 14 juin aux éditions Tirésia, Être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais, 39-45. Et d'autre part, si j'ai 5 secondes... Bien sûr, largement. Daniel Delmer nous informe aussi que le 10, 11, 12 septembre prochain, plusieurs cérémonies à Lille, Lens, Douai, Valenciennes commémoreront la grande rafle du 11 septembre 1942
qui décima les communautés juives des deux départements. Une exposition en mairie de Lille est également prévue. Alors, je sens qu'on va avoir déjà d'autres revues qu'on pourra évoquer à la rentrée. Alors, merci pour toutes ces infos. Et concernant les études juives en France, vous n'avez pas d'avis d'évoquer l'essor des années 80. Oui, vous avez raison, et c'est important, en particulier dans le domaine historique. L'école de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, qui sont nés en 75, jouent un grand rôle dans la diversification des thématiques et des périodes étudiées, comme le rappelle Nancy Green dans la revue. Et l'université s'ouvre alors également à l'enseignement de l'histoire des Juifs. Alors, il y a aussi la place des revues dans tout ça. Bah oui, il y a aussi des revues, en effet, qui sont évoquées dans plusieurs contributions du dossier. On pense à Archives juives, fondée par Bernard Blumenkrantz et relancée en 1994 par André Caspi, avec le concours d'Annette Vievorka puis de Catherine Nicot. Il y a aussi Tsaphon, bien sûr, fruit de l'initiative de Jean-Marie et Daniel Delmer, ou encore les Cahiers du judaïsme, lancés en 1998 et qui paraît jusqu'en 2008. Une période où l'on assiste aussi à l'intégration, aussi bien au sein du CNRS qu'à l'EHESS ou à l'université, de nombreux chercheurs titulaires d'un doctorat en histoire des Juifs. Alors, est-ce à dire que l'histoire des Juifs cantonnée jusqu'aux années 80 à l'étude de certaines époques dans quelques rares institutions est aujourd'hui totalement considérée comme légitime au sein de l'université ? Eh bien, pardonnez-moi de finir sur une touche un peu pessimiste, oui. Mais ne nous réjouissons pas si vite. On constate une évolution, certes, mais force est de constater qu'une gêne persiste. Pierre Birnbaum, à la fin de sa contribution, rappelle que la place des études juives demeure plus que fragile dans la France d'aujourd'hui. D'abord, le nombre de postes qui lui sont explicitement consacrés reste très faible. Et l'avenir paraît sombre quand même, dit-il, dans une société française traversée par les populismes antisémites. On pense bien sûr, notamment en ce moment, aux Insoumis, par exemple, qui charrient les plus classiques des préjugés. Tant aussi les épousailles entre la France et les Juifs semblent parfois compromises, tant les revendications de la diversité risquent de marginaliser une population juive en déclin. Et Pierre Birnbaum ajoute, tant les diverses tentations de sortie traversent les jeunes générations de Juifs français. Alors, on se remobilise. Je crois que ça va être le mot de la fin. Remobilisons-nous. En tout cas, nous le sommes sur Radio J. Archives juives, revue d'histoire des Juifs de France, à déguster particulièrement dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, David Reinhardt.